l'apprentissage de l'alphabétisation en période de crise due au Covid-19. À suivre dans ce journal. Il est 13h30 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier lundi la réunion du Conseil supérieur de la Défense. Les questions de sécurité étaient au menu et c'était une occasion pour le président de la République de donner des instructions et tâches précises à chaque responsable des services de sécurité pour régler définitivement les problèmes des groupes armés dans l'Est du pays. Patrick Michel Moukouyi a signé ce reportage. Une salutation du regard en respect des gestes barrières et le garant de la nation prend place pour la tenue du Conseil supérieur de la Défense. Autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les plus hauts responsables de l'armée, de la police nationale et des services d'intelligence. Aussi, quelques membres du gouvernement et le gouverneur de l'Ituri. 2 heures de discussion pour décortiquer les questions de sécurité, principalement celles des groupes armés qui sévissent dans l'est du pays. Nous avons passé en revue la problématique de tous les groupes armés qui écument un grand nombre de nos provinces, particulièrement des provinces qui se trouvent dans la partie orientale de notre pays. Et nous avons reçu des instructions précises de la part du commandant suprême et qui nous a assigné des tâches que nous devrions ensemble avec le commandement et des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise. Je crois que vous verrez dans les prochaines semaines la mise en application de ce qui a été décidé ici. Pour une question aussi sensible, tout ne peut être dit en avance, a conclu le patron de la territoriale en commentaire aux instructions leur données par le commandant suprême de forces armées et de la police nationale. Ce lundi 7 est peut-être le début d'une semaine décisive pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Aujourd'hui, c'est le 2e jour de la session ordinaire des épreuves de l'examen d'État édition 2019-2020 et revenons sur le premier jour avec la ronde de la ministre déléguée des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables, Irène Sambo, dans quelques centres où se déroulent ces épreuves. Un commentaire de Betty Amani. Suffit-il de se limiter au seul rapport administratif pour se rendre compte de la réalité des conditions dans lesquelles les enfants vivant avec handicap passent leur examen d'État? Consciente de la réponse négative, la ministre déléguée des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap a visité quelques centres où se déroulent ces épreuves. La ministre s'est rendue d'abord au collège Elikia où les enfants handicapés moteurs, malentendants et non-voyants passent leur épreuve aux côtés des autres enfants. Irène Sambodiata a visité les centres de traduction des items en écriture braille pour cette catégorie de vulnérables. Un seul souci a guidé ses pas, à savoir les encourager. Le message d'abord c'est de les encourager parce que les études sont la clé pour réussir dans la vie. Et aussi je suis venue parce que vous savez, dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est qu'il faut l'inclusion totale des personnes vivant avec handicap. Et l'inclusion, la question de l'éducation, c'est vraiment au centre de cette inclusion. Il fallait que je me rassure que ces enfants handicapés qui passent leurs épreuves aux côtés des autres enfants le font dans des conditions qui sont acceptables, dans quel environnement ils sont, comment ils le font, les items, comment c'est préparé. Du collège Elikia au village Bondeko, spécialisé dans la prise en charge des enfants vulnérables, l'objectif est resté le même et dans le deux cas, la ministre a pris l'engagement de contribuer à la réorganisation des prochaines ex-États pour cette catégorie de vulnérables. L'éducation est la clé de la réussite dans la vie et elle est mise au centre de l'inclusion sociale par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Examen d'État encore, cette fois-ci dans la province du Holomami, où le gouverneur Denis Ngandou a lancé la session ordinaire de l'examen d'État à l'Institut professionnel de Katouba. Même activité au Kasaï Chikapa, où le coup d'envoi pour cette édition 2019-2020 a été donné à Kakumba, à 65 km de la ville de Chikapa, par le vice-gouverneur Gaston Ndole. Le tout dans ce commentaire. Suivez.
Le coup d'envoi de la session ordinaire des examens d'État édition 2019-2020 dans la province du Kasaï a été donné à Kakumba, localité située à plus ou moins 65 km de la ville de Tchikapa, par Gaston Koleti Mwanga, vice-gouverneur faisant l'intérim du gouverneur de province en mission. Pour cette première journée qui a débuté avec la culture générale, 10 164 élèves se sont présentés dans les 35 centres des examens d'État qu'organise la province éducationnelle Kasaï 1. Précision donnée à la RTNC par Wivine Moudekoko, directeur provincial de l'EPST. Après avoir lancé officiellement la session ordinaire des examens d'État à Kakumba, Gaston Collet a également visité la mission catholique de Kamouécha où est organisé un autre centre des examens d'État. Ces examens se déroulent dans un climat de paix dans tous les 4 coins de la province du Kasaï. C'est au sein de l'Institut professionnel de la Katouba que le gouverneur ad intérim du Olomami de Ningandou a lancé les épreuves ordinaires de l'examen d'État dans la province du Olomami devant les membres du Conseil provincial de l'éducation, les superviseurs venus de Kinshasa et autres partenaires du système éducatif. Ces épreuves se déroulent dans un contexte particulier, celui de la pandémie à coronavirus. La concentration, l'esprit d'abnégation doivent être les fils conducteurs, a martelé les gouverneurs avant de lancer les hostilités dans la province qui se sont déroulées dans toute quiétude. Qu'il me soit permis de rendre hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son attachement indéfectible à l'éducation des filles et fils congolais. Il s'est de rappeler à l'Auguste Assemblée que l'obtention du diplôme d'État constitue un défi à relever par le candidat lui-même et la communauté. Bien avant cela, le ministre provincial de l'Éducation, l'honorable André Lubambo Kassambola, a fait sienne les recommandations des autorités du pays sur le respect des gestes barrières avant d'appeler les récipiendaires à un travail bien fait. La traditionnelle visite dans les différents centres a sanctionné cette cérémonie du lancement qui du reste s'est déroulée dans la tranquillité sur l'ensemble de la province du Olomami. Au centre Matadi 3, dans l'enceinte de l'Institut Monseigneur Loubaki, le gouverneur du Congo central, Atoumatoubana Koulouki, place quelques mots à l'intention des apprenants finalistes du secondaire, et c'est avant de lancer officiellement les épreuves de la session de l'examen d'État édition 2019-2020, en présence du superviseur national Jean-Marie Mangobé ainsi que le membre du système éducatif de la province éducationnelle Congo central 1. Donnez du plaisir à la nation, donnez du plaisir à vos enseignants, donnez du plaisir à vos parents qui se sont dépensés chaque jour corps et âme pour mettre leurs mains dans la poche afin de vous préparer à être un homme, une dame demain. Après le centre Matadi 3, le gouverneur Atoumatoubana et sa suite visitent aussi le centre Matadi 8, situé à l'école primaire Vouzidé. Ici, il se livre à ce même exercice, celui notamment d'encourager les finalistes. Le centre Matadi 5, dans la commune de Matadi, à l'école primaire Londé, constitue la dernière étape de cette ronde effectuée par le gouverneur Atoumatoubana Koulouki et le membre du conseil provincial de sécurité en ces premiers jours de l'examen d'État édition 2019-2020. Encore, il encourage les apprenants à faire l'honneur non seulement de la République, mais également de leurs écoles et des parents. Rappelons par ailleurs que la province éducationnelle Congo central 1 aligne 25 600 candidats au cours de ces épreuves des examens d'État édition 2019-2020. Autre chose, le caucus des parlementaires de l'Omami a remis hier un mémo au Premier ministre Ilunga Lunkamba contenant les difficultés de développement de la province. Mais bien avant, le Premier ministre a échangé avec le caucus des parlementaires du Lualaba. C'est un reportage de Françoise Boulaboua-Pompoumba. Pour plus de recettes dans le Lualaba, le caucus des parlementaires est venu faire le plaidoyer auprès du Premier ministre Ilunga Lunkamba ce lundi 7 septembre 2020 pour que la route qui conduit vers 2 postes douaniers importants soit réhabilitée. Cette délégation, conduite par l'honorable Kachongo Mbavu, a également évoqué la question de la sécurité et les saisies judiciaires. C'était le blocage des comptes des entreprises minière, la Sicomine, en ce qui concerne le Lualaba. Et incidemment, nous avons parlé aussi de l'entreprise minière Frontier qui se trouve à Sakanya dans le Haut-Katanga. Donc ces comptes avaient été bloqués et nous avons évité pour que les travailleurs ne puissent pas
casser l'outil de production, et incidemment donc perdre leur emploi et occasionner aussi des pertes en recettes financières au niveau du gouvernement central et du gouvernement provincial. Par contre, les élus de Lomami ont choisi de reprendre dans un mémo tous les problèmes qui freinent l'essor de cette nouvelle province. Des infrastructures scolaires et sanitaires, en passant par la stabilité des institutions, autant des problèmes qui figurent sur la litanie des préoccupations. Commençons par le fonctionnement des institutions. Nous sommes passés par les infrastructures, l'énergie, la santé, l'éducation, les mines. Et nous avons soulevé aussi le programme de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui jusque-là, dans notre province, n'ont pas encore connu un début d'exécution. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a été très attentif à nos problèmes et il a trouvé que ces problèmes étaient primordiaux et tellement importants qu'il a demandé quelques jours pour nous donner une réponse adéquate. Un nouveau rendez-vous est pris la semaine prochaine pour approfondir les échanges. Enseignement et apprentissage de l'alphabétisation, période de crise due au Covid-19 et au-delà, thème retenu cette année à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation célébrée le 8 septembre. Ce thème s'appuie sur l'alphabétisation dans la perspective d'apprentissage tout au long de la vie. On écoute la ministre nationale des Affaires sociales, Rose Boyata. Permettez-moi de souhaiter une bonne fête à tous les Congolais, aux acteurs du secteur de l'éducation en général et à ceux du secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en particulier. La République démocratique du Congo, à l'instar d'autres pays membres de l'UNESCO, aussi se joint à la communauté internationale pour commémorer cette journée consacrée à la lutte contre l'analphabétisme et ses effets néfastes. C'est pourquoi nous aimerions paraphraser ici le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours d'investiture du 30 janvier 2019. Je cite: « L'amélioration de la qualité de l'enseignement et la réduction du taux d'analphabétisme est une priorité des priorités pour le gouvernement de la République. Dans cette perspective, le gouvernement congolais, par le biais du ministère des Affaires sociales, ne ménage aucun effort pour développer avec les acteurs, tant étatiques que non étatiques, les programmes d'alphabétisation au profit de nos populations cibles. Mon ministère a réalisé quelques actions ci-après en faveur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. L'élaboration de modules de formation des peuples autochtones en alphabétisation initiale et fonctionnelle, ainsi que les livrets d'apprenants dans les 4 langues nationales: Lingala, Swahili, Kikongo et Chiluba. La formation en faveur des inspecteurs, des directeurs et des éducateurs sociaux des centres de rattrapage scolaire du Nord et Sud Kivu sur le genre. La formation en lecture, écriture et français oral dans les provinces ci-après: Nord et Sud Kivu, au Katanga, Lualaba, Kasaï central et oriental, Équateur et Sud Ubangi. Le ministre près le président de la République a représenté personnellement le chef de l'État à la cérémonie de la célébration de la Journée mondiale de l'alphabétisation organisée ce 8 septembre par le ministère des Affaires sociales avec l'appui de l'UNESCO. Plusieurs temps forts ont marqué cette activité, notamment la projection d'un film documentaire sur l'alphabétisation,
la remise des brevets aux apprenants de l'enseignement non formel ainsi que quelques témoignages des personnes alphabétisées. Cette année, cette journée est placée sous le thème « Enseignement et apprentissage de l'alphabétisation en période de crise due à la Covid-19 ». Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Parlons à présent finance avec le ministre qui a donné les orientations à l'ARCA sur la maîtrise des assurances. Suivi. Il était donc temps pour le ministre des Finances, Célie Yalagouli, de fixer de nouveaux objectifs à l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle. Au cours de la réunion avec le leadership de l'ARCA, entendu comme conseil d'administration, le ministre a été informé du niveau réel de la réforme du secteur des assurances depuis 2015 avec de nouveaux opérateurs sur le marché. Des défis, il y en a certainement. Le directeur général par intérim de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, Alain Kaninda, a étalé au ministre les 3 axes du plan stratégique pour une réforme réussie. Faire un travail de contrôle permanent au niveau des opérateurs. Nous avons engagé un programme de lutte contre l'illégalité pour décourager et éradiquer tous les aspects d'évasion de primes et également un travail important au niveau de la vulgarisation et de la sensibilisation. Le ministre des Finances, qui s'en tient aux réformes déjà engagées, salue le management de la direction de l'ARCA. Je tenais aussi à vous féliciter en commençant bien entendu par reconnaître le leadership du directeur général pour avoir enclenché cette machine. Vous savez, c'est toujours facile de commencer au sein d'une structure qui a toujours existé. Mais c'est extrêmement difficile de commencer une structure et de mettre cette structure sur l'orbite de telle manière qu'aujourd'hui, dans la ville, quand vous parlez de ARCA, tout le monde sait c'est quoi ARCA. Cette occasion a permis à l'Argentier national de visiter les bureaux de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances et de se faire expliquer les missions de chaque service. 4 centres d'excellence pour la formation professionnelle seront construits à Maluku pour améliorer la qualité de la main-d'œuvre locale congolaise. Hier lundi, le ministre de la formation professionnelle, Arts et Métiers, et le directeur général de AVIC, firme chinoise, ont effectué une visite de prospection sur le site choisi pour ce projet. Anita Luambo, reportage. Quelques jours après la signature du protocole d'accord du quitus des bénéficiaires, un document qui donne le droit de terre à la firme chinoise AVIC pour la construction des différents centres de formation dans la partie ouest de la capitale. Le ministre de la formation professionnelle Arts et Métiers, John Tumba, et Steve Mi, directeur général de la firme chinoise, ont effectué une visite de prospection dans la zone économique spéciale de la commune de Maluku, site choisi pour l'érection d'un grand centre de formation ultramoderne composé de plusieurs filières qui va prendre en compte la demande sur le marché de l'emploi. Nous sommes intéressés par ces projets. Ensemble, nous allons essayer de développer ces secteurs de formation professionnelle et dans les jours à venir, nous allons former plus en plus de jeunes spécialistes. Le gouvernement de la République promet de mettre les bouchées doubles pour la construction de 4 centres d'excellence qui va permettre d'avoir une main-d'œuvre locale et qualifiée. Pour la ville-province de Kinshasa, nous avons choisi d'implanter ça dans l'espace de la zone économique spéciale. Ici, il y aura de l'internement, il y aura la formation des apprenants et on aura à fournir à la zone économique spéciale la main-d'œuvre qualifiée nécessaire. Mettre l'homme au centre de tout intérêt, tel que souhaité par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ce centre ultramoderne va aussi accueillir plusieurs investisseurs dans différents domaines de la formation professionnelle. Et puis le ministre d'État des Ressources hydrauliques, Eustache Moanzi, est en mission dans la province du Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi, où il a visité quelques installations. Les détails dans ce reportage. Kambov a constitué la première étape des visites du ministre Eustache Moanzi dans la province du Haut-Katanga. Dans cette entité située à 145 km de Lubumbashi, se trouve le répartiteur de 220 kV, inauguré en avril 2020. D'après les explications fournies au ministre par les experts de la SNEL, la réalisation de ces projets est le fruit du partenariat public-privé avec une entreprise minière de la place qui a rendu possible l'enveloppe de 27 millions de dollars américains. Ce poste est en train de desservir les miniers du coin et la population des Kambov, pourquoi pas celle de Likasi.
Les contrôles s'est fait à distance à partir du centre de dispatch de l'ICASI grâce à la fibre optique y installée. Une autre étape de visite a conduit ces membres du gouvernement central et toute sa suite à 75 km de l'ICASI dans le secteur de Lufira. Ici, Eustache Mouanzi a inspecté les travaux de grande envergure en cours d'exécution au barrage, à la centrale et au poste de Mwadingusha. Cette vieille centrale, construite en 1930, est en train de se métamorphoser jour après l'autre. 6 nouvelles machines sont en cours d'installation. Après les travaux, la production passera de 11 à 13 MW par machine, soit 78 MW pour toutes les 6 machines. La SNEL annonce par ailleurs la mise en service du premier groupe numéro 2 à la fin de l'année en cours. Un nouveau poste moderne isolé en gaz F6 et doté d'un contrôle informatisé du système SCADA a été construit pour remplacer l'ancien en air libre. La délégation du ministre d'État a visité ces nouveaux postes installés dans les blindages à l'abri des intempéries. Et des nouveaux transformateurs sont déjà installés. Au niveau du barrage, les travaux consistent à remettre la digue qui commençait déjà à s'émietter. Et les nouvelles conduites forcées d'eau sont déjà installées. Le coût global de tous ces travaux est de 250 millions de dollars américains. Et c'est dans l'optique de transporter les équipes de la Linafoot pendant la saison 2020-2021 que le ministre des Sports, Amos Mbayo, a échangé avec le DG de Congo Airways, Désiré Balazir. Les détails avec Willy Kandé. C'est dans l'optique d'assurer le transport aérien des équipes de la Linafoot que le ministre des Sports, Amos Mbayo, a échangé avec le directeur général de Congo Airways, Désiré Balaziré. Merci madame. J'ai été reçu, c'est pour travailler avec son excellence monsieur le ministre des Sports, donc pour le transport des équipes de la Linafoot pour la saison sportive. Et cela, c'est en exécution des orientations du chef de l'État. Donc je les remercie pour avoir choisi Congo Airways, qui est la compagnie nationale, pour devoir transporter les équipes, ainsi que donc l'ensemble des membres du gouvernement, représentés par son excellence monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que les ministres des Sports. La garantie, c'est le transport, parce que nous sommes la compagnie nationale. Nous avons les avions qui sont là pour devoir donc assurer les transports sans problème. Il y a toute une équipe qui est en train de travailler, donc ils vont continuer encore à travailler avec les ministères, dont la Linafoot et également la FECOFA. Espérons qu'avant le 25 septembre prochain, les premières équipes devant quitter leur site pour une autre province le feront sans difficulté aucune. Terminons ce journal avec la journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui a vécu. Et ici, en République démocratique du Congo, cette journée a été commémorée à Chikapa, dans le chef-lieu de la province du Kasaï. Suivez les détails dans ce reportage. Nommé récemment par ordonnance présidentielle au sein de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose a vécu ici en République démocratique du Congo.